Dans Smart Tech, aujourd'hui, on va parler politique publique, on va parler de réglementation européenne. Attention, c'est du lourd. On va parler aussi de la CNIL, les 5 ans du RGPD. Tout cela avec, pour démarrer, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, association donc représentative des grandes entreprises, des plus grandes organisations françaises utilisatrices des solutions et services numériques. Avec vous, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL, expert des politiques numériques également, puisque vous avez travaillé au sein du cabinet de Fleur Pellerin et vous étiez directeur du cabinet également d'Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique, je le rappelle. Ensemble, tous les deux, vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui se prépare à Bruxelles autour de la première réglementation qui va permettre d'apporter plus de transparence, peut-être de poser les bases d'une éthique autour des systèmes d'intelligence artificielle. Mais aussi, vous allez nous aider à comprendre quels sont ces points de vigilance aujourd'hui qu'il faut marquer, puisque cet AI Act est jugé excessif par une partie des observateurs. Mais d'abord, je propose donc cette interview sur les politiques publiques en matière d'inclusion numérique avec François Lecouturier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Itinéré Conseil, qui est un cabinet d'études et de conseil basé à Lyon, qui conduit des missions d'appui, d'évaluation de l'action publique. Vous avez récemment dévoilé vos travaux sur ce sujet de l'inclusion numérique et vous démontrez que la fracture numérique est loin d'être résorbée. Je voulais savoir si il était excessif de parler d'électronisme en France. Non, pas du tout, effectivement. Bonjour à tous, tout d'abord. Mais effectivement, la question de l'électronisme est maintenant tout à fait malheureusement établie et bien documentée. Différents travaux, notamment de l'INSEE et autres, permettent d'estimer environ 16% la part de la population qui est en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui de manière régulière est en difficulté dans l'usage des outils numériques, des applications, dans l'accès à différents services, notamment des services publics. Ces différents travaux montrent également que, sans parler forcément d'électronisme à cette hauteur-là, mais il y a environ 30 à 40% des personnes qui déclarent dans l'année précédente avoir eu des difficultés concrètes dans l'accès à des services numériques et donc dans un certain nombre de cas avoir dû renoncer à faire des démarches en ligne, bien entendu avec comme conséquence ce qu'on appelle un non-recours au droit pour des personnes qui par ailleurs sont déjà souvent en situation de fragilité sociale. Alors, c'est des choses qu'on pressent, dont on parle comme ça, mais parfois de manière un petit peu vaporeuse. Sur quels sont vraiment les points révélateurs, les exemples peut-être concrets que vous pouvez mettre en avant à travers vos travaux ? En fait, la difficulté qu'on observe, c'est que, en fait, on pourrait avoir le sentiment que, comme le taux d'équipement des Français avec des smartphones est extrêmement important, et que la plupart des gens ont une relative aisance avec ces outils-là, on pourrait penser que le problème est derrière nous et que c'est une question de génération et que ce problème d'accès au numérique va s'éteindre avec les générations. En fait, la difficulté est autre, puisqu'en fait, posséder un smartphone et en avoir l'usage pour certaines applications comme les réseaux sociaux, comme la messagerie, comme le téléchargement de films, la consultation de contenu, ne veut pas dire qu'on soit à l'aise devant un ordinateur avec un clavier et une souris pour faire une démarche en ligne, que ça soit déclaration de revenus, mise à jour de situation pour les allocations familiales ou Pôle emploi, ou que ce soit achats en ligne pour lesquels les gens sont assez encore méfiants de ce côté-là. Donc c'est vrai que cette question, je l'ai dit, c'est pas une question de génération. Alors bien entendu, on trouve parmi les personnes les plus en difficulté certaines qui sont, je dirais, relativement âgées, mais c'est loin d'être le seul critère, puisque les personnes qui sont en difficulté avec l'accès aux services publics, notamment, on les trouve aussi en grande partie chez des jeunes adultes. Et là, on se rend compte que c'est directement corrélé en fait au niveau d'études, au niveau de qualification, et pas nécessairement à l'âge.
Mais là, de quel type d'action a-t-on besoin? Parce que j'imagine que face à ces problèmes devant la dématérialisation des services publics, on trouve effectivement une partie de la population qui ne comprend pas l'usage du numérique, qui n'arrive pas à s'en sortir, et une partie aussi qui se retrouve dans des impasses parce que le service public n'est pas forcément bien pensé dans sa version dématérialisée. Donc, quelles sont les actions qui sont nécessaires à mettre en place? Alors, il y a différentes actions. La première, et c'est l'action pour laquelle l'État a mis en place maintenant depuis 2 ans, dans le cadre du plan de relance, le financement de 4000 postes de conseillers numériques France Service. Cette première action, elle vise à aider toutes les personnes qui le souhaitent à se familiariser, s'acculturer, donc gagner en autonomie dans l'usage du numérique. Voilà. Mais en même temps, les personnes qui sont en difficulté sont confrontées à des problématiques administratives qui souvent sont dans une situation d'urgence. Donc, en fait, vous allez voir, vous êtes en difficulté avec telle ou telle démarche administrative, vous allez aller voir un conseiller numérique, mais en fait, le temps que le conseiller numérique va pouvoir passer avec vous, il va être mobilisé sur récupérer les codes, comprendre l'accès à la plateforme, vérifier que les informations ont été correctement renseignées sur les formulaires. Et c'est là où, une fois que ces aspects-là ont pu être, le cas échéant, traités, hein, parfois avec beaucoup de difficultés, les personnes, et les conseillers aussi d'ailleurs, se heurtent parfois à la complexité des démarches administratives en elles-mêmes. Et cette complexité, elle existait déjà avant la dématérialisation, mais là, du coup, la dématérialisation vient ajouter une couche de difficulté, si je puis dire, à cette difficulté. Donc, il y a un enjeu, je dirais, d'autonomisation des personnes par, je dirais, un soutien. Alors, c'est des choses qui vont plutôt être plus efficaces dans un cadre collectif de type atelier, comme peuvent le faire certaines associations comme Emmaüs Connect, comme les réseaux des centres sociaux, etc. Et puis, il y a la demande urgente d'accès ou de déblocage de situations administratives complexes qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent entraîner des effets cumulatifs pour les personnes avec des pertes de droits, etc. Et on sait par ailleurs que plus on est en situation de fragilité sociale, plus on a recours, en théorie, aux services publics qui eux-mêmes offrent une certaine complexité. Et donc, c'est une sorte de cercle vicieux si on ne trouve pas les moyens d'y mettre fin. Oui, donc vous nous Donc, il dites y a en à la fait fois un les besoin. conseillers, ce que vous nous dites, c'est que les conseillers numériques aujourd'hui finalement sont un peu déviés de leur rôle. Ils ne peuvent pas totalement accomplir leur mission d'acculturation et d'éducation au numérique parce ils font face simplement aux besoins les plus urgents. Voilà. Le titre de votre étude, c'est Qui doit payer le coût social de la dématérialisation des services publics? Quelle est la réponse et comment est réceptionnée votre étude au sein de l'État? Qui est en charge, qui est en responsabilité? D'où viennent les budgets pour répondre à cet enjeu? La difficulté aujourd'hui sur cette question de l'inclusion numérique, en fait, c'est comme ça qu'on appelle, je dirais, l'action publique qui vise à résorber cette fracture numérique. La difficulté vient du fait que c'est un sujet relativement émergent qui va de pair avec l'accélération de la dématérialisation. Hein, les projets de l'État en la matière sont tout à fait explicites. Cette difficulté, c'est que le législateur, en définitive, n'a pas défini aujourd'hui qui était responsable de cette politique publique, si c'en est une, d'inclusion numérique. Et donc, on voit se manifester des initiatives très diverses, hein, tout à fait généralement pertinentes et intéressantes, mais qui peuvent émaner des réseaux associatifs, qui peuvent émaner des collectivités, des villes, des établissements intercommunaux, etc. Et aussi, bien sûr, de l'État à travers le financement de ces postes de conseillers numériques. Mais en définitive, jusqu'à présent, ça n'est pas clair, en fait, de savoir qui doit être chef de file sur cette question de l'inclusion numérique. Donc, toutes les collectivités, institutions, associations qui jugent pertinent
dans cette optique, je dirais, d'accès au droit, tout simplement, d'intervenir dans ce domaine, le fonds, qui, en finançant un poste de médiateur, qui, en recrutant un conseiller numérique, qui, en mettant en œuvre tel ou tel moyen, je sais pas, un médiateur numérique dans une médiathèque, dans une association, etc. Mais jusqu'à présent, c'est un peu, si je puis dire, dans le désordre. Ouais. Et la question de savoir qui doit financer durablement cet effort d'inclusion numérique n'est pas traité, puisqu'on voit par exemple que les postes de conseiller numérique France Service, qui ont été déployés à hauteur de 4000, les conventions sont renouvelées, mais avec des financements dégressifs de l'État sur les 3 ans à venir. Et vous Ce qui nous veut dire dites, que et oui, le message qui est adressé aux structures qui embauchent des médiateurs numériques, enfin des conseillers numériques, que ce soit des collectivités, des CCAS ou des associations, c'est de leur dire, d'ici 3 ans, progressivement, vous devez trouver les moyens de financer autrement ou d'autofinancer ces fonctions François Lecouturier, de conseiller numérique. vous nous dites donc qu'aujourd'hui, il y a une réelle mise en péril de la mission de service public parce que les objectifs de dématérialisation sont toujours là, toujours très présents, mais il faut pouvoir les accompagner. Henri Dagrin, une réaction ? Peut-être 2-3 petites réactions. L'une des raisons de la difficulté, de la fragilité de beaucoup de nos concitoyens face à la dématérialisation, c'est un manque de travail sur les interfaces, sur le design des services. Et lorsqu'ils sont bien faits, bien designés, que l'on a pensé qu'effectivement c'était des gens qui pouvaient être en fragilité, en général, ça s'améliore. Après, il faut qu'il y ait un humain quand même derrière. La deuxième chose, c'est il va falloir traiter ce sujet dans le fond, même si c'est de long terme, mais en développant de manière considérable l'éducation aux humanités numériques sur tout le parcours scolaire, sur tout le parcours éducatif, pour que l'on puisse, que l'éducation nationale puisse générer des citoyens éclairés dans leurs usages du numérique. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, le financement de la cohésion numérique et territoriale aujourd'hui est très insuffisant. Eh bien, il faut lire pour cela les travaux de François Lecouturier, plus précisément d'Itinéraire Conseil. Merci beaucoup pour votre éclairage dans cette émission. Je vous laisse repartir sur vos travaux. Nous, on va parler de l'AI Act dans Smart Tech tout de suite.